Bonsoir. 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 Ah, Marwan Pasqua, bravo. Ponctuel. Driss Saouri, bonsoir. Yahsan San, bonsoir. Karim Sari, bonsoir. Pascal Leblanc, bonsoir. Moussa Tesla, bonsoir. Anas Boucheikh. Yolanda Nazar, salam. Zovig Dirkelessian, bonsoir. Alors, d'où vous êtes, Zovig? J'espère que je prononce bien. Samia Arabe, bonsoir. Thomas Nexus. Oui, ben, je nous souhaite une belle soirée ensemble, productive. Donc, voilà. Il y a un peu de monde. Ré dièse, ça pêche. Bon. C'est obscur, mais c'est énigmatique, mais c'est bien. Ah, Michael Rambert, salam alaikum salam. Oh, Zovig, ah oui, c'est vrai, d'origine arménienne, j'aurais dû y penser, oui. Dire Kelessian, bien sûr. Ah, il y a quelqu'un qui m'attend de pied ferme. Bon, ben, j'ai l'habitude. Ezra Pound, ah tiens, Ezra Pound, ça fait un moment. Vous n'êtes pas d'une ville de l'Ouest, Ezra Pound? Bonsoir Reda, merci pour votre aide. C'était une vidéo que j'ai faite avec Presse TV iranienne dans laquelle j'étais intervenu. Et, bon. Alors, oh, un grand salut de la Tunisie, j'espère bien y aller un jour. Bon. Jennifer Rosier, bonsoir. Joël Ménaché, bonsoir. Alors, ok, Reda. Donc, à Abou Naoufel, bonsoir. Selma. Alors, Najia, bonsoir. Alors, je vais commencer ce soir par une question de Sylvain Romano. Sylvain Romano, nous sommes amis sur un autre compte, parce que j'en ai 3. C'est Marwan, vous êtes de Casa, bah, c'est bien. Ah, voilà. À Belkhirat Lamine, je suis allé en Algérie en octobre 2015 pour le salon du livre. N'est-ce pas, Ezra? Vous êtes de l'Ouest. Ça me disait quelque chose, j'avais un vague souvenir. Mais je vous ai pas vu. Enfin, bon, non, ça n'a pas d'importance. Donc, Sylvain Romano m'a posé une question. La question suivante. S'il y a une guerre à Gaza, est-ce que les Arabes interviendraient? Vous savez, il y avait un jeu sur France Inter, c'était l'époque des francs, et on disait, c'était le jeu des 1000 francs. C'était un jeu très célèbre, je ne sais pas si ça existe encore, enfin bon. Et il passait à 12h45, et en fait, c'est une petite équipe qui allait de village en village. Il y avait des candidats et on posait une série de questions. Et si on arrivait à la fin, on gagnait 1000 francs. Et donc,
dans le parler populaire, disons, pour rigoler, des fois, on dit « Ah, c'est une question à 1000 francs ». Bon. Et là, la question de Romano, c'est une question à 1000 euros ou 1 million. Parce que la réponse est évidente. Mais, disons, avant de répondre directement à la question, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai donné une interview à Algérie Actu, que j'ai postée sur mon mur il y a quelques heures. Et la question est un peu parallèle, c'est pour ça que je vais les associer les deux. Et cette question-là, est-ce que la décision de Trump éventuelle de transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem constituerait une déclaration de guerre au monde musulman? Bon. J'avais dit qu'il y a quelques années, ça aurait pu l'être, mais aujourd'hui, le monde musulman est tellement tétanisé, tellement découragé, tellement complice, tellement soumis, enfin bon, vous pouvez trouver tous les synonymes que vous voulez. Bonsoir Sarah, bonsoir Sidi Mohamed, Oujda d'origine, ah, c'est bien, l'Est. Et donc, en fait, si le transfert se fait, les Arabes, enfin les pays musulmans et arabes se contenteront de publier des communiqués vengeurs, bonsoir Hassana, des communiqués vengeurs mais sans rien faire. Et je vais vous rappeler cette anecdote, peut-être si vous la connaissez vous avez entendu parler de l'OCI, l'Organisation de la Conférence islamique, créée par Hassan II, le grand ami de qui vous savez, n'est-ce pas? Lorsque, en 1967, Israël a conquis Jérusalem et la Cisjordanie, la première des choses qu'il a faites, c'est d'annexer Jérusalem, Est, évidemment, et de chasser les Palestiniens par dizaines de milliers déjà, et de commencer à construire. Et donc Hassan II, dont on connaît le militantisme arabe et musulman, était indigné, on peut le comprendre, n'est-ce pas? Et donc il a lancé l'organisation de la conférence islamique qui était censée empêcher la judaïsation de Jérusalem. Bon, résultat des courses, aujourd'hui, dans la partie arabe de Jérusalem et les environs, bien sûr, enfin je veux dire à 10-15 km à la ronde, il y a 200 000 juifs qui y habitent. Bon, et les Arabes se sentent de plus en plus à l'étroit. Alors je ne sais pas à quoi a servi l'OCI. Vous savez à quoi servent ce genre d'organisations comme la Ligue arabe? Enfin, la Ligue arabe depuis 20-30 ans. L'organisation de la conférence islamique, l'OCI, bon, c'est juste pour se réunir, peut-être faire de bons repas, écouter de la bonne musique, enfin, la musique, comment dire, détente, et puis faire des communiqués importants et surtout ne rien faire. Voilà. Par exemple, vous savez qu'il y a des juifs américains riches qui achètent des terrains à Jérusalem, à l'Est, à n'importe quel prix. Donc il y a des terrains à vendre. Et curieusement, les Arabes, qui ont des milliards, on sait, hein, enfin, les Arabes et les musulmans, ils ont des dizaines de milliards à leur disposition, ils ne savent même plus quoi en faire. Bonsoir Leïla, n'ont jamais acheté un seul mètre carré à Jérusalem. Ni un immeuble, ni une maison, etc. Pourquoi? Ils ont peur de chatouiller les moustaches du tigre sioniste. Ils en ont peur. Et donc, voilà, ils se contentent de communiquer. Et malheureusement, pour ce qui est de Gaza, vous savez, à un moment donné, je pense, à partir des années 70, je vais essayer de répondre à Kassoulé.
À partir des années 70 ou 80, la question palestinienne est devenue un boulet pour les pays arabes. Ils en avaient marre. Évidemment, ils ne pouvaient pas le dire. Ça la foutait mal quand même. Mais ils en avaient ras-le-bol. Vous savez, ils ont rarement vraiment aidé les Palestiniens, soit d'un point de vue économique, soit financier, soit diplomatique. Enfin bon, ils ne lèveraient pas le petit doigt. Et en plus, alors Gaza, c'est pire encore. C'est-à-dire pour la... Alors quand je dis les Arabes, il ne faut pas confondre. Hein. C'est-à-dire moi je vise les régimes arabes. D'accord? Évidemment, les peuples arabes, ils sont à fond derrière le peuple palestinien. Bon, j'espère que vous faites la différence. Quand je parle des Arabes, je parle des régimes, d'accord, des élites, etc. Et j'ai oublié la question de Cassoulet, elle est montée, elle a disparu, parce que les questions se suivent. Alors si Cassoulet peut reprendre la question, s'il vous plaît, parce que je la vois plus. Et donc, finalement, ça pèse. Vous savez, la plupart des pays arabes, vraiment, enfin, disons presque tous, seraient soulagés si l'autorité palestinienne acceptait une espèce de Bantoustan. Vous savez ce que c'est, les Bantoustans? Ce sont des zones où l'Afrique du Sud de l'apartheid voulait parquer les Noirs. Voilà. Ou, vous savez, on parle maintenant d'une possible installation des Palestiniens dans la péninsule du Sinaï. C'est pas mal, hein? Voilà. Et on créerait une Palestine là-bas, après tout, pourquoi pas, hein? Il y a de l'espace. Et bon, l'Égypte, contre, mettons, 5 ou 10 milliards de dollars, donnerait bien le Sinaï. Comme ça, on fera avec Gaza un seul État. Bon, peut-être pas tout le Sinaï, mais une partie. Et oui, j'ai lu le livre L'attentat, oui. Et donc, c'est une solution. Et d'ailleurs, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il y a des avocats égyptiens qui, il y a quelques jours seulement, ont déposé un recours pour empêcher que cela se fasse. Donc, la société civile arabe, égyptienne, marocaine, etc., elle est à fond derrière la Palestine. Mais les régimes, ils sont fatigués et ils n'ont pas envie de... ils n'ont plus envie, voilà. Ils ont envie qu'il y ait une solution, mais enfin une solution présentable, d'accord? Et donc s'il y a une guerre, enfin, donc pour répondre à la question de Romano, s'il y a une guerre contre Gaza, malheureusement, les pays arabes ne lèveront les régimes arabes, on est bien d'accord, ne lèveront pas le petit doigt, malheureusement, et ils laisseront Gaza se laisser encore détruire un peu plus. D'ailleurs, illustration, qu'est-ce qu'ils font, que font les 22 pays arabes pour desserrer le blocus contre Gaza? Hein? Pas grand-chose, rien, rien de rien. Voilà. Ils laissent faire. Bon, Sarah, ça c'est votre scénario que je négative. Il y en a d'autres beaucoup plus optimistes. Mais Sarah, c'est bien d'être optimiste. Vous êtes jeune, l'optimisme appartient à la jeunesse. Moi, je connais un peu, enfin bon, j'ai un peu d'expérience et je trouve que les régimes arabes sont de plus en plus pourris, de plus en plus corrompus, de plus en plus lâches, et je mets là-dedans l'autorité palestinienne. Donc, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de ces régimes. Vous savez pourquoi on a tout fait pour renverser le régime égyptien? Enfin, le régime démocratique égyptien, démocratiquement élu. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il était religieux. Après tout, l'Occident supporte
très très bien les fondamentalistes, intégristes, fanatiques de l'Arabie Saoudite. Ah, pardon, je pensais que vous vous adressiez à moi, Sarah, mais enfin, non, mais d'accord. Et donc, non, il faut jamais, vous savez, l'Occident, il sait faire la différence. Il y a les bons religieux, il y a les bons fanatiques, les Saoudiens, ça, ils les adorent. Par contre, il y a les frères musulmans égyptiens, démocratiquement élus, mais ils sont mauvais. Pourquoi ils sont mauvais? Pourquoi ils étaient mauvais? Parce que ils voulaient, enfin, disons, d'abord, ils voulaient, disons, se détacher du traité de paix avec Israël. Pas d'un seul coup, mais, disons, entamer une espèce de relation de distance avec Israël. Et ça, c'est insupportable pour l'Occident. Et c'est pour ça qu'il y a eu le coup d'État, et que ce coup d'État, à part quelques petites déclarations de principe, genre c'est pas bien les droits de l'homme, etc., qu'on a avalisé. Voilà. Donc pour répondre à, bon, je regarde les questions et donc Ezra Pound me dit et l'Iran dans tout ça. Ah oui, Michael Rambert me demande si j'ai entendu parler du film docu de BHL. Justement, il passe sur Arte dans quelques jours. Donc, alors, est-ce que vous savez, je vais répondre tout à l'heure à Ezra Pound. Vous savez que toutes les grandes sociétés, les grandes compagnies, par exemple Arte, TF1, etc., ils ont ce qu'on appelle un conseil de surveillance. C'est-à-dire pour observer que tout se passe dans l'objectivité, avec une certaine éthique, etc., etc. Et vous savez qui dirige le conseil de surveillance d'Arte depuis une vingtaine d'années? Question à 1000 euros. Bernard-Henri Lévy, BHL, voilà, dont on connaît la rigueur morale qu'il a démontré en Libye, etc. Et donc, évidemment, ils vont passer le film, le documentaire de BHL, évidemment. Donc, et l'Iran dans tout ça? L'Iran n'est pas un pays arabe. L'Iran, depuis l'arrivée des religieux, c'est-à-dire de Khomeini, il s'est placé dans une logique, dans une dynamique anti-américaine, anti-impérialiste, anti-américaine. Et donc, il est devenu comment dire, un des pays qui développe la résistance à Israël et aux sionistes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'au bout de 2-3 ans, l'Occident a lancé Saddam Hussein dans une guerre meurtrière contre l'Iran, qui a duré 5-6 ans, enfin c'était terrible. Saddam Hussein, le pauvre, enfin je veux dire, il a toujours cru dans l'Occident, et il s'est fait avoir jusqu'au bout. Voilà. Mais bon. Et donc, bon, l'Iran, une fois la guerre terminée, l'Occident et Israël n'avaient qu'une obsession en tête, c'est d'affaiblir l'Iran par tous les moyens. L'Iran voulait maîtriser l'énergie nucléaire, ce qui est tout à fait son droit. D'ailleurs, l'Iran a signé un traité de non-prolifération. Mais Israël a décidé, j'espère que vous le savez, que le monde arabe n'a pas droit de maîtriser l'énergie nucléaire. Voilà, c'est comme ça. Et quand Saddam Hussein a voulu construire une centrale nucléaire tout à fait civile, d'ailleurs c'était la France qui l'a construisée, et dans un espace libre, enfin je veux dire tout à fait visible, Israël l'a bombardé tout de suite, parce qu'il était intolérable que les Arabes s'initient à l'énergie nucléaire, à la science nucléaire. Et donc on a inventé, vous savez, les médias, vous savez, entre les mains de qui ils sont. Donc on a monté tout un mythe de la bombe nucléaire iranienne. C'est-à-dire que l'Iran voulait construire une bombe. Et bon,
Et comme l'Iran n'avait pas envie de se soumettre totalement aux inspections, enfin, parce qu'on peut comprendre de quelle manière ces inspections seraient faites. Et donc, je vais essayer de répondre à Michael après. Et donc, ils ont commencé à prendre des sanctions contre l'Iran. Et même l'Iran avait déposé, avait pratiquement une centaine de milliards de dollars déposés dans les banques américaines. Vous savez, les États n'ont pas le choix. Si on veut, Kadhafi avait des dizaines de milliards de dollars dans les banques américaines ou occidentales, mais surtout américaines, parce que c'est le seul, comment dire, c'est le seul pays, un des rares pays avec la Suisse, etc., où on peut déposer de l'argent. C'est-à-dire, ce sont les grandes institutions financières sont dans ces pays-là, et on n'a pas le choix. Enfin, je veux dire, il faut en passer par là. Et donc, l'Iran a subi des représailles qui ont énormément retardé son développement. Et puis l'Occident s'est rendu compte, bon, pour des raisons, il y a probablement des raisons qu'on peut deviner, c'est-à-dire que 20 ans de blocus n'ont pas servi à grand-chose et que le marché iranien peut être intéressant. Et donc, on a trouvé une formule, ce qu'on appelle, il y a eu un accord qui a été signé il y a quelques mois et qu'Israël ne voulait pas. Et que Trump est obligé comment dire, de conserver et de respecter, parce qu'un accord, il lie les États-Unis, il ne lie pas un gouvernement particulier. Oui, le Pakistan possède l'arme nucléaire, mais le Pakistan est loin des théâtres d'opération, il ne s'est jamais intéressé à la Palestine, et il me semble, mais enfin, ce sont des choses qu'on ne peut jamais savoir, que les clés de la bombe atomique pakistanaise sont détenues par l'Amérique. Mais bon, ça moi je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il me semble que les clés de la bombe sont entre les mains de l'Amérique. Parce qu'on ne lance pas une bombe atomique comme ça. Enfin. Et donc, bon, et vous savez, depuis que Trump était élu, Israël revient à la charge. Par exemple, l'Iran, il y a quelques jours, a fait un essai balistique. Ça veut dire a envoyé une fusée, a fait l'essai d'une fusée, voilà. Pas d'une fusée dans l'espace, mais d'un missile. Voilà. Et là, tout à coup, Israël a essayé de chauffer l'Amérique en disant que l'Iran reprend sa politique agressive et qu'en violation de l'accord, etc., et que ce missile pourrait contenir une arme nucléaire. Bon, l'Iran finalement subit comment dire, c'est le seul pays, même non arabe, mais en tout cas c'est le seul pays du Moyen-Orient, de toute la région, qui est hostile à Israël. Et tous les autres pays arabes ont été liquidés, c'est-à-dire divisés ou tétanisés ou soumis, comme l'Égypte, la Jordanie, les pays du Maghreb, enfin tous les pays du Golfe, etc. L'Iran tient tête. Voilà. Et donc, Israël ne veut pas, la politique israélienne depuis 20-30 ans est de ne pas avoir en face, aucun État structuré capable de lui résister. Voilà. Alors, pourquoi permet-on à Israël d'avoir l'arme atomique alors qu'elle n'est pas permise aux autres pays? C'est une bonne question. Alors, qui a fourni la bombe atomique à Israël? C'est la France. C'est la France de socialistes des années 50. Vous savez que Shimon Peres, le ministre de la Défense, dans les années 50, il avait carrément un bureau au ministère de la Défense à Paris. Il était chez lui. Voilà. Et oui, c'était la belle époque. Et donc, ils lui ont fourni la bombe atomique.
C'est vrai, Reda, oui, sur la communauté juive. Bon, je n'ai pas vraiment le temps de répondre à toutes les questions qui viennent comme ça, mais et vous savez une chose, c'est que je pense l'avoir mentionné déjà que l'Amérique, les États-Unis d'Amérique, n'ont pas toujours été l'allié fidèle, puissant, etc. d'Israël jusqu'en avant 1967, avant la guerre de 1967. Au contraire, c'est la France qui livrait les armes, l'appui diplomatique, etc. Et il y a aujourd'hui presque des quasi-certitudes que Kennedy, il n'avait pas du tout envie. C'est-à-dire, il y avait dans les années 50 et 60 un lobby pétrolier très puissant aux États-Unis qui voyait d'un mauvais œil comment dire, l'appui à Israël, parce que il pensait perdre le monde arabe. Et donc Kennedy, peut-être pour ces raisons-là, ou bien il avait pressenti qu'Israël allait devenir un Frankenstein incontrôlable. Il avait commencé, il avait eu un entretien houleux avec Ben Gurion, et il avait eu des velléités de pousser Israël à abandonner l'arme atomique. Et on dit que, vous savez que Kennedy, il a été assassiné en 1963, il y a eu, aujourd'hui c'est connu, enfin je veux dire, c'est établi, les archives, on les connaît, il y a eu une coalition de la CIA, de la mafia et de vice-présidents pour assassiner Kennedy. Parce qu'il y avait d'autres problèmes internes de Kennedy, et donc on a voulu l'assassiner, mais il est probable que le Mossad a trempé dans l'affaire parce que Israël ne pardonnait pas à Kennedy de vouloir lui enlever la bombe atomique. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment. Bon, alors Sarah me demande, la Russie a fait de la Syrie son laboratoire d'armes. Israël fait de même à Gaza, en dehors de la motivation coloniale. Effectivement. Vous savez pourquoi? Alors, ça c'est une question qui peut intriguer. Les Américains ont débarqué en Afghanistan en 2001. D'accord? Et en un mois, ils avaient chassé les talibans. Bon, donc en principe, pourquoi la guerre dure 16 ans après? Enfin, depuis 16 ans, en fait, c'est incompréhensible. Puisqu'ils avaient battu les talibans, ils les avaient chassés du pouvoir. Seulement, les Américains, au lieu d'installer un régime civil, mettons, démocrate, disons civil, voilà, représentatif du peuple, et mettre le fric, alors ils mettent des dizaines de milliards, bon, au lieu de mettre le fric dans les armes, s'ils l'avaient mis dans la construction des écoles, des hôpitaux, etc., mais l'Amérique aurait été vénérée comme des dieux en Afghanistan. Seulement, ils ont continué à bombarder pendant des mois, continuer comme ça, jusqu'à ce qu'ils arrivent à susciter une résistance, et donc pour continuer la guerre, parce que l'Amérique a besoin d'être toujours en guerre. Ça fait marcher l'industrie militaire, et en même temps, pour répondre à la question de Sarah, la remarque de Sarah, moi ça m'a toujours intrigué parce que je me dis, vous savez, les militaires, bon, prenons des gens qui sont au grade de général, etc., ils rêvent d'avoir un terrain de jeu en réel, c'est-à-dire de pouvoir pas seulement faire des exercices à blanc, avec des armes à blanc. C'est pas intéressant. Et là, en Afghanistan, ils ont un terrain militaire énorme, colossal, où ils peuvent faire jouer des dizaines de milliers de soldats avec des hélicoptères, avec de l'infanterie, avec des missiles en temps réel, avec des armes réelles. Donc, étudier certaines tactiques, etc., comment marchent certains armements.
Bon, évidemment, tout ça, ça coûte de l'argent et quelques vies humaines. Mais pour le pouvoir américain, c'est rien du tout. C'est pas grand-chose. C'est peanuts, comme on dit, c'est-à-dire des cacahuètes. Et donc, probablement, c'est un terrain de jeu militaire. Et c'est pour ça que la guerre continue. Et aussi, c'est vrai que pour Israël, bon, évidemment, il ne peut pas faire la guerre continuellement contre Gaza, mais enfin, de temps en temps, probablement, d'ailleurs en Cisjordanie, il doit aussi, par exemple, faire l'expérience de robots qui vont chercher des armes, etc. Et des lunettes de vue, de nuit, d'infrarouge. Donc c'est sûr que ces expériences militaires sont enfin, utiles entre guillemets hein, pour les généraux, parce que c'est fantastique de faire une guerre comme ça au loin, en perdant quelques centaines, quelques milliers de soldats, mais ça c'est secondaire pour le système, et de dépenser du fric. De toute façon, les États-Unis mettent un paquet d'argent dans le budget de la défense. Donc, alors pour répondre à Reda, oui, le Shah d'Iran était un ami et un allié d'Israël, effectivement. Et d'ailleurs, en fait, à l'époque des années 50 et 60, tous les pays arabes étaient hostiles à Israël. Il y a eu 2 guerres quand même importantes, même 3, celle de 56, 67 et 73. Et le Shah d'Iran était le seul de la région à avoir des liens très solides avec Israël. Bon, c'était aussi il était aussi pro-américain, et donc ça arrangeait bien les choses. Effectivement, c'était des pays très proches. Alors, l'Afghanistan, c'est le tombeau des empires. Oui, c'est vrai. Tous les empires se sont cassés les dents. Mais vous savez, comment dire, pour l'Amérique, en fait, que recherche l'Amérique en faisant la guerre? Comme ils ont fait une guerre au Vietnam qui a duré 10-15 ans, pour rien. Se dire, à la limite, à quoi ça a servi cette guerre? C'est-à-dire qu'ils voulaient empêcher un régime communiste. Eh bien, le régime communiste s'est installé en 1975. Seulement, ils ont une machine de guerre à entretenir. C'est-à-dire, ils ont un budget de 650 milliards de dollars par an. Ils ont une armée, ils ont des centaines de milliers d'hommes dans des bases. Ils ont des tanks, des avions, etc. Et il faut faire tourner cette machine. Vous savez, Eisenhower, quand il a quitté le pouvoir, Eisenhower, c'était le général qui commandait les forces alliées en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était président des États-Unis de 52 à 60. Et lorsqu'il est parti du pouvoir, il leur a dit, méfiez-vous, c'est très connu cette phrase, méfiez-vous du complexe militaro-industriel. C'est-à-dire, aux États-Unis, il y a un complexe militaro-industriel qui pousse le système. Vous savez, ils achètent des sénateurs, ils achètent des parlements, ils achètent, c'est-à-dire, ils donnent des aides, enfin, c'est une façon d'acheter, ou de faire pression sur des sénateurs et des congressmen. Et ces congressmen ont besoin de cet argent, besoin de cette aide. Et il y a même des sénateurs qui vont rechercher l'aide de ces compagnies. Et donc, et ils votent des budgets de la défense monstrueux. Et c'est ça, ce complexe militaro-industriel, il doit faire tourner cette machine. Et aucun président, enfin je veux dire même Trump, enfin je ne sais pas s'il a l'intention de se libérer de ce complexe, mais à mon avis il n'y arrivera pas. Parce que ce complexe militaro-industriel, il est beaucoup plus fort que n'importe quel président, parce que il y a des intérêts fondamentaux. Il ne faut pas oublier une chose. Obama, qui a été élu sur un programme presque anti-guerre, c'était le seul sénateur qui s'était opposé à la guerre contre l'Irak. Il fallait être très courageux à l'époque pour le faire, en 2003. Et voilà, il a fait comme les autres. Voilà. Et donc, en fait,
c'est ce complexe militaro-industriel, on peut ajouter pétrolier, bancaire aujourd'hui, il est tellement puissant que, enfin, je veux dire, le système doit suivre. Voilà. Et la guerre fait partie, en Amérique, enfin, la guerre fait partie du fonctionnement du système. Voilà. C'est un moteur du système. Évidemment, ils trouvent toujours avant, c'était la guerre contre le communisme, comme si le communisme était une plaie mondiale. Bon, je veux dire, après tout, s'il y a des pays qui veulent être communistes, c'est leur droit. Bon, enfin bon, les États-Unis n'entendent pas de cette oreille. Mais après le communisme, bon, ben, ils ont trouvé l'islamisme, qu'ils ont créé, mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Alors, non, oui, c'est ça, Féroce, il me dit, sont obligés de dépenser, certes, oui, voilà, enfin, ils ont un budget d'armement qui, vous savez que, comment il s'appelle, Trump, il vient d'augmenter le budget d'armement. Donc, il fait mieux qu'Obama. Voilà, donc, il ne faut pas s'attendre à, enfin, sur ce plan-là, en tout cas, bon, il ne faut pas s'attendre à ce que les Américains baissent la garde. Ils ont, je sais pas, ils doivent avoir une centaine de bases à travers le monde. Enfin, c'est la folie. Alors, Reda me dit, l'Eurasie, c'est l'obsession de la doctrine géopolitique. C'est vrai. Et d'ailleurs, enfin, on voit ça avec l'encerclement, vraiment la politique d'encerclement et de la Chine et de la Russie, par des, vous savez, pratiquement tous les anciens pays qui étaient reliés à l'URSS, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, enfin, bon, tous ces pays, enfin, qu'il est difficile de placer sur une carte, etc. La plupart aujourd'hui, et même à la Lituanie, l'Ukraine, on essaie, sont des pays qui sont devenus des alliés des Américains, où les Américains ont installé des bases. C'est ce qu'on appelle, c'est vraiment la politique d'encerclement. Et la Chine, c'est à peu près pareil, c'est-à-dire que le Japon, Taïwan, les Philippines, le Vietnam sont poussés, oui, le containment, oui, c'est vrai, sont poussés par l'Amérique à résister à la poussée chinoise. Voilà. Donc en fait, l'Amérique ne s'occupe pas uniquement de son territoire. Enfin, l'Amérique possède des bases à la frontière de la Russie et à la frontière de la Chine. Enfin, il ne faut pas oublier les grandes bases militaires qui sont au Japon, à Okinawa, qui sont en Corée du Sud, qui sont aux Philippines, enfin, sans compter les bases. Donc voilà, enfin, c'est une puissance terrifiante de ce point de vue. Alors, Michael me demande qui sont pour vous les fabricants officiels de Daesh. Bon, il ne faut pas chercher loin. C'est, comment dire, c'est l'Amérique avec ses alliés européens, Israël et les pays du Golfe. Voilà, qui apportent le financement, qui apportent, vous savez, dans des pays aussi désertiques, on peut vraiment se demander, un jour, un ancien Premier ministre israélien, Ehud Barak, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, donc quand même qui était ancien chef d'état-major, ancien Premier ministre, et un jour, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il avait déclaré, et depuis il ne l'a plus redit, hein, de manière officielle, là, je l'ai entendu. Il avait dit, si on veut on peut se débarrasser de Daesh en 2 ou 3 jours. Bon, voilà. Et il sait de quoi il parle. Et donc, vous savez, comment ça se fait que Daesh a été, enfin, c'est créé il y a 20 ans, il y a 30 ans. Enfin, je veux dire, ça n'a jamais existé, ces groupes islamistes. Alors que on aurait pu penser que la création d'Israël, par exemple, allait susciter ces groupes, pas du tout. Donc ces groupes ont été montés, financés par les grands alliés du moment, c'est-à-dire l'Amérique, Israël et l'Arabie Saoudite.
avec évidemment les petits pays qui tournent autour. Et comment dire, la raison est, enfin, la stratégie est, enfin, est simple, c'est-à-dire elle est évidente, elle est claire. Maintenir les grands pays qui avaient comment dire, un nationalisme fort, comme l'Irak, la Syrie, la Libye, diviser ces pays et les maintenir dans un état d'instabilité et de lutte interne tel. Regardez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Irak. C'est dramatique, c'est triste. On entend par exemple, voilà, j'ai entendu tout à fait, peut-être aujourd'hui ou hier, l'armée irakienne a conquis une partie de Mossoul. Voilà. Mais vous imaginez ce pauvre pays qui doit s'occuper, au lieu de s'occuper de développement, enfin, c'est un pays qui a été anéanti, détruit. Il se fait la guerre à ses propres, enfin dans son propre, à l'intérieur de ses frontières, etc., pour reconquérir une terre. Voilà, mais ce sont des pays qui sont fichus pour une génération. Et ça, Israël se frotte les mains, l'Amérique se frotte les mains, et l'Arabie Saoudite, malheureusement, enfin, un pays arabe, enfin un pays arabe de nom, qui pour des raisons, comment dire, d'hégémonie dans la région, et c'est une monarchie dont le seul objectif réel, c'est de se maintenir au pouvoir et de conserver ses privilèges. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que aussi l'Arabie Saoudite, elle dispose peut-être de 100, 200, 300 milliards, enfin j'en sais rien, qui sont déposés où? Qui sont déposés aux États-Unis, ou en tout cas dans les grandes banques américaines et occidentales. Et vous imaginez si un jour l'Amérique dit bon ben on confisque cet argent parce qu'il vient de la corruption, de quoi ils auraient l'air les Saoudiens. Les Saoudiens sont les larbins obligés, et ils n'ont même pas le choix. Ce sont des larbins obligés de l'Occident et d'Israël. Voilà. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus évident, puisque, je veux dire, ils font même plus semblant vis-à-vis d'Israël. Il y avait une réunion à Munich sur la sécurité dans le monde. Et, comment il s'appelle, Avigdor Lieberman, le ministre de la Défense, il a fait son speech et le délégué, le ministre de la Défense saoudien l'a applaudi. Voilà. Enfin bon, je veux dire, à la limite, ce qui manque, c'est le rétablissement des relations diplomatiques officielles. Mais enfin bon, ça c'est secondaire. Mais l'essentiel, c'est que voilà, cet immense État avec ses ressources, dont le seul objectif est de continuer à survivre avec ses privilèges, ben, il se soumet à plus fort. Voilà. Et bon, pour le monde arabe et musulman, c'est triste, mais que faire? Vous savez, les relations internationales, c'est la loi du plus fort. Hein. Alors, Serge Sahraoui, c'est un nom qui est déjà... Donc, concernant le Sahara, y a-t-il la main mise des USA? Alors, au départ, je crois, j'avais fait une vidéo où j'ai parlé pas mal du conflit entre de la tension entre le Maroc et l'Algérie. Et il est évident qu'au départ, je crois que l'Europe ou l'Amérique n'a pas vraiment cherché à s'impliquer dans ce conflit. En fait, si l'Algérie n'avait pas voulu mettre des bâtons dans les roues du Maroc et aurait laissé le Maroc récupérer le Sahara, qui lui revenait après tout. Enfin bon, je ne vais pas refaire la conférence. Et bon, tout ça aurait été réglé, mais il y a une rivalité qui remonte à 1962-63, et donc j'ai raconté qu'il y a eu la guerre des Sables en 63. Et donc finalement, c'est d'abord une guerre entre le Maroc et l'Algérie, un conflit.
entre le Maroc et l'Algérie. Et sur ce conflit sont venus se greffer des intérêts étrangers. Par exemple, la France essaye de ménager le Maroc. Je n'ai pas le temps, Reda, de lire tout votre message. Je vais essayer de jeter un coup d'œil. Et donc, bon, la France s'implique parce que elle est plus proche du Maroc, mais pas l'adversaire de l'Algérie. Donc, elle cherche, comment dire, un équilibre, mais elle penche plus pour le Maroc. L'Amérique, grâce à Israël, et c'est pour ça d'ailleurs que le Maroc il fait les yeux doux à Israël, c'est parce que le Maroc sait que l'aide d'Israël est importante au niveau diplomatique aux États-Unis. C'est-à-dire, voilà, soyez gentils avec nous. Enfin, ils sont déjà gentils, les Marocains, avec Israël. Enfin, bon, soyez un peu plus gentils et on vous aidera à obtenir l'appui diplomatique des Américains sur la question du Sahara. Sauf que aussi, les Américains, c'est comme si on leur donnait une carte à jouer dans dans cet ensemble. C'est-à-dire que les Américains se découvrent avoir une carte sur le Maroc et sur l'Algérie. C'est-à-dire, voilà, c'est comme un jeu de cartes où on a un atout. Donc sur le Maroc, l'Amérique peut dire, il faut faire ceci ou cela, sinon on vous lâche sur le Sahara. Donc le Maroc est obligé de se soumettre d'une façon ou d'une autre à l'Amérique, à la France, sur d'autres sujets, par exemple, à cause du Sahara. Parce que l'affaire a pris une dimension internationale, c'est internationalisé. Si, par exemple, c'est internationalisé au niveau de l'Afrique. L'Algérie, à l'époque, en 75, c'était quasiment, enfin, je veux dire, avait une réputation extraordinaire sur le plan international. C'est beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était le grand leader du tiers-monde, etc. Et donc, l'Algérie a dit à l'Union africaine, non, non, il faut reconnaître le Sahara, enfin le Sahara au Polisario, etc. Et donc, la question s'est internationalisée à cause de la rivalité. Donc, il n'y avait pas de, comment dire, c'est pas comme Daesh qu'on introduit quelque part pour semer la division. Ça, c'est parti d'une rivalité bilatérale entre l'Algérie et le Maroc et qui a conduit, comment dire, à en faire une affaire internationale dont personnellement je ne vois pas vraiment la solution. C'est-à-dire, comment dire, le Maroc ne peut pas perdre la face et renoncer à tout ce qu'il a dépensé pour cette région. Et donc, enfin, il ne peut concéder qu'une autonomie. Mais pour l'Algérie, c'est un peu, il gagne sans rien jouer. Vous savez, c'est comme ces joueurs vous savez, quand on joue au poker, quand on joue quelque part. C'est-à-dire, il y a le maître des lieux, sur chaque coup qui se joue, il touche un petit coup. Voilà. Donc l'Algérie, elle touche. Je veux dire, elle ne dépense presque rien. Elle n'est pas gênée sur le plan militaire. Et elle gêne le Maroc. Voilà. Et elle passe pour le grand défenseur des droits de l'homme et des droits à disposer d'eux-mêmes. Bon. Mais enfin, vous savez, les États, ils n'ont pas de morale. Hein. C'est pas... Un jour c'est l'Algérie, un jour c'est le Maroc. Voilà, ils n'ont pas de morale. Donc, pour répondre à Fatima Ben Ali, oui, j'ai déjà... Ils ont intérêt à s'entendre, mais je crois que j'ai développé pas mal. Si vous pouvez retrouver cette vidéo que j'ai faite. Voilà, malheureusement, les États ne fonctionnent pas toujours selon la raison, selon les droits. Est-ce que je peux partager le lien de la...
Je vais essayer de la retrouver. Mais vous savez, attendez, j'ai publié, vous savez, j'ai un compte, non, enfin, comment on dit ça déjà? J'ai une chaîne YouTube, d'accord? J'ai une chaîne YouTube où j'ai mis toutes mes vidéos, enfin tous mes directs, et où je suis en train de mettre mes vidéos, mes nombreuses vidéos, petit à petit, parce que c'est un travail un peu ardu, mais enfin qui prend du temps, voilà. Donc tous mes directs, une quinzaine à peu près, sont là-bas. Et alors la chaîne YouTube, vous allez la trouver sur mon mur. J'ai donné plusieurs fois le lien, et vous allez trouver tous les directs. Et je pense que vous pouvez tomber sur ce direct. Alors je pense que ça coûte très cher cette histoire de Polisario pour l'Algérie. Alors l'armement. Bon, c'est pas grand-chose. À mon avis, je suis pas d'accord avec Driss Saouli. Bon, l'armement, qu'est-ce qu'ils doivent donner comme arme? Ben, le Polisario n'a pas des avions, n'a pas des hélicoptères, enfin, je veux dire, c'est des bricoles. Bon. Oui, la diplomatie, mais c'est pas des dépenses, enfin, je veux dire, ça fait partie voilà, du travail diplomatique normal. C'est-à-dire, ce que coûte l'affaire du Sahara au Maroc, c'est 1000 fois plus que ce que ça coûte à l'Algérie, enfin 100 fois ou plus. Ça n'a pas de, il n'y a pas de commune mesure. Voilà. Alors, si vous voulez bien, alors si vous avez des questions à poser, Adel Hamoudi, l'Algérie de tradition révolutionnaire soutient les droits du peuple sahraoui, mon œil. Voilà. Vous savez, quand ça arrange un État de défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, il le fait. Mais quand ça l'arrange pas, bon, l'exemple ne me vient pas à l'esprit, mais il n'y a aucun pays, je vais vous dire, il n'y a pas de morale en relations internationales. Il n'y a aucun État, je dis bien, il n'y a aucun État qui se dit, oui, la morale, le droit des peuples. Ce n'est pas vrai. Je n'ai rien contre l'Algérie. C'est valable pour tous les pays du monde. Tous les États défendent. Alors, quand ça les arrange, alors le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, quand ça ne les arrange pas, ils oublient. Voilà. C'est aussi simple que ça. Malheureusement, c'est comme ça. Et vous savez, il y a un philosophe qui avait dit les États sont des monstres froids. Et aucun État n'échappe à cette définition. Donc, je ne vise aucun État en particulier. Voilà. Tout État défend ses intérêts. Et c'est comme ça que ça marche toujours. Voilà. Pardon? Oui. Enfin, écoutez, j'aurai le temps de lire vos commentaires. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, si vous voulez que je traite d'un sujet enfin, vous me laissez des questions, soit à la suite soit à la suite de la vidéo, soit en message privé, en MP, et j'en tiendrai compte, il n'y a pas de souci, d'accord? Alors, je vais juste, Déby me demande, les États n'ont pas de morale, mais alors pourquoi ces divisions s'ils sont tous pourris au sommet? Ben justement, si les États étaient raisonnables, s'ils avaient une morale, s'ils étaient raisonnables, si le Maroc et l'Algérie étaient raisonnables, pourquoi ils ne s'entendraient pas? Pourquoi ils ne mettraient pas l'égoïsme de côté, l'envie, le désir de dominer de côté et s'entendre? Voilà, c'est la preuve que... Enfin bon. Donc, si vous voulez bien, vous me laissez... Je regarderai vos commentaires, n'oubliez pas. Et si vous avez des questions, vous me les laissez. Et puis, je pense que le prochain, je pense en général, c'est dimanche vers 17h. Enfin, je vous le confirmerai. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie pour vos messages, pour votre amitié, pour votre soutien. Et je vous dis bonne soirée et probablement à dimanche. Et je vous le confirme.
Au revoir.